OK, bonsoir. Merci de vous joindre à nous et bienvenue au webinaire sur la gestion de l'intestin et de la vessie. Demandez aux experts. Vos hôtes pour cette séance sont Hydrocéphalus Canada et l'Association de Spina Bifida et d'Hydrocéphalie du Québec. L'événement est généreusement commandité par Patrimoine Canada et Amici Catheters. Je m'appelle Shona Baudouin, je suis la directrice des programmes et de l'information chez Hydrocéphalus Canada. Je serai la modératrice de la séance de ce soir. La séance d'aujourd'hui abordera les détails des options chirurgicales pour la gestion de l'intestin et de la vessie pour les enfants et les adultes. Il sera également question de la navigation dans les soins d'urgence pour les adultes ayant subi une intervention dans l'enfance et la manière de reconnaître les signes et les problèmes liés à une intervention Fanoff, Mace, Lace ou Monty. Veuillez noter que les conférenciers ne recommandent aucun traitement spécifique. Discutez toujours avec vos fournisseurs de soins de santé de tout traitement afin de vous assurer qu'il est adapté à vous ou à votre enfant. Donc, c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui pour en apprendre plus de la communauté des adultes, juste avec les questions que vous avez posées et aussi parler de notre expérience avec la gestion des vessies et des intestins et est-ce qu'il arrive dans le monde adulte? On va parler de la processus Mitrofanoff, aussi appelée appendicostomie. C'est une alternative à la CIC urétrale. Donc, qu'est-ce que c'est les indications chirurgicales pour le Mitrofanoff, principalement? Parce que c'est vraiment une alternative pour les personnes qui ont la difficulté avec la catétérisation, la sonde vésicale. Des personnes qui utilisent des fauteuils roulants, par exemple, qui veulent avoir une indépendance, et bien se positionner sur une toilette. Ils doivent enlever ce qu'ils auraient sur le bas du corps. Si on doit le faire, par exemple, à l'école, 2, 3 fois par jour, c'est lourd. Donc, le Mitrofanoff facilite la façon de faire pour vider la vessie. Aussi pour les personnes qui ne peuvent pas faire la sondage vésical de façon indépendante. Ça leur donne plus de dignité et de vie privée. S'il y a de la douleur avec ça, c'est pour s'il y a de l'inconfort, s'il y a une faiblesse du col de la vessie, un désir de fermeture du vessie ou une chirurgie pour éviter les fuites urétrales. Parfois, on met des produits dans le sphincter. On a donc besoin d'une alternative pour vider la vessie, pour protéger donc les reins. Et c'est indiqué pour les personnes qui ont eu une augmentation. J'ai trouvé ce beau dessin sur Internet. J'ai cru que ça vraiment représente ce que fait cette chirurgie. Donc, ça sort du grand côlon et c'est une fox. Donc, on prend avantage que c'est près de la vessie. On prend ce tube qui ne fait pas grand-chose et on l'attache donc à la vessie et on fait un tunnel vers la peau pour qu'il y ait un canal qui peut être cathétérisé. Parce que si on voit dans l'abdomen de ces patients, il n'y a rien de différent. On ne voit pas que ce nombril a donc un chemin vers la vessie. Nos chirurgiens sont très efficaces à faire ça avec cette procédure.
nos chirurgiens à SickKids le font de façon ouverte. Certains chirurgiens le font aussi avec des robots. Il y a des bons et des mauvais côtés à ça, plusieurs enjeux à considérer, mais nos chirurgiens sont très habiles et c'est devenu une procédure de routine. Une autre illustration de ce que ça a l'air avec une vue latérale. On voit la vessie, les reins, le tube connecté donc à la vessie et on a ce canal pour la cathétérisation. Et ça entre ici. Le cathéter peut être vidé dans un réservoir ou pour les patients qui peuvent facilement le transférer dans la toilette, on peut le vider directement dans la toilette. Je vais prendre une minute pour parler de cette image qui montre vraiment l'importance de comment, le plus possible, il faut garder un poids santé parce que des enjeux qu'on peut voir chez les enfants et chez les adultes, c'est que ce tunnel devient long et il y a un plus grand espace jusqu'à l'ouverture de la vessie. Voici une photo d'un de nos patients qui a vécu le Mitrophanoff, la procédure récemment. Il y a une laparoscopie ici. L'anesthésie a été faite ici et la gestion de douleur, les piqûres de gestion de douleur. Et cette procédure peut changer la vie de nos patients avec l'indépendance que ça leur donne. J'ai des enfants à la maternelle qui sont presque à 100% indépendants avec la gestion de leur vessie, ce qui est vraiment important quand ils commencent l'école, ça leur donne vraiment un sentiment de normalité. Mais bien sûr, il peut y avoir des complications à court et à long terme. Donc, une des complications les plus communes, c'est une sténose, donc un rétrécissement du canal. Récemment, on a eu un patient où, en fait, toute la portion, en fait, s'était détachée et donc tout était descendu dans la vessie. Et donc, malheureusement, on ne pourra pas continuer à utiliser ce système avec ce patient. Donc, pas de Mitrofanov. Donc, pour certains patients, ça va mieux que d'autres. Alors, c'est sûr que les chirurgiens peuvent faire le suivi par rapport au Mitrofanov, mais il peut y avoir des complications difficiles à gérer par après. Et parfois, euh, ce, euh, on espère donc que les patients puissent être capables de gérer leur continence et soient capables d'avancer, de faire eux-mêmes leur cathétérisme. Mais si la vessie, disons, ne collabore pas et s'il y a vraiment beaucoup de fuites, ça peut devenir une source de stress aussi pour le patient parce que, par exemple, un enfant va tout d'un coup se retrouver avec son t-shirt mouillé. Et ça peut arriver aussi à des adultes. Alors, c'est pas des situations qui sont agréables pour le patient, évidemment. Et puis, il peut y avoir aussi des situations, ce qu'on appelle les faux passages, c'est-à-dire quand le cathéter s'ouvre dans un endroit qui n'est pas approprié, donc et ça cause donc les autres tissus à être endommagés, ça peut être difficile à gérer. Et il peut y avoir également un problème de fuite au niveau de la connexion, c'est-à-dire juste après la chirurgie, ce qui n'est jamais une bonne chose au niveau de l'abdomen. Ça peut provoquer également des douleurs, ça peut être douloureux, le cathétérisme. Il peut y avoir également une sortie de la stomie, c'est-à-dire
que la stomie, en fait, ressort et ça peut causer des irritations, même des saignements. Et évidemment, ça peut causer de la douleur n'importe quand. Alors, j'ajouterais que ces complications sont un petit peu effrayantes quand on les voit comme ça en liste, mais normalement, les chirurgiens sont extrêmement spécialisés et donc, dans la plupart des cas, c'est vraiment très gérable. Alors, je réfléchissais donc aux considérations aux adolescents aux considérations que les patients, autant adolescents qu'adultes, devraient faire lorsqu'il s'agit de faire ce choix. Et je suis sûre que Abby et le docteur auront des éléments complémentaires à ajouter. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est très important, autant que possible, éviter l'obésité abdominale et donc considérer des chirurgies abdominales également. Et s'il y a eu déjà des chirurgies au niveau de l'abdomen, alors s'il y a des cicatrices, ça rend plus difficile l'utilisation ou la réalisation de ce type d'intervention avec Mitrofanov. Donc, il faut savoir que l'on crée un tunnel du nombril jusqu'à la vessie. Et donc, l'autre chose qui est très importante à considérer pour les femmes, c'est qu'il doit y avoir une planification obstétrique très sérieuse de façon à ce que le gynécologue soit bien formé en termes de gestion également des problèmes de vessie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perturbation du travail du Mitrofanov. Donc, ça, ce sont tous les éléments qu'il faudrait prendre en considération pour les adultes, en plus des complications peut-être à court terme ou long terme. Et donc, ce sont les éléments qu'il faut peser au moment de la décision. Alors, c'est ce qui conclut ma présentation. J'aimerais qu'on voit ensemble une couple de choses, des conditions particulières. Donc, alors, de façon générale, donc, on voit ici les reins, l'urétère, la vessie et l'urètre et le sphincter. Donc, ici, plus bas, donc on voit la vessie. Maintenant, la vessie et l'urètre sont des organes spécialisés pour contenir et limiter, en fait, la sortie de l'urine. Donc, il y a essentiellement deux phases dans le fonctionnement de la vessie, celle de stockage et celle de vidange. Donc, normalement, la vessie est élastique et donc pour les personnes qui ont des fonctions neurologiques normales, ils relaxent leurs muscles, stimulent la vessie et c'est ainsi que la vessie se vide. Par contre, lorsqu'on a une vessie neurogénique, donc c'est une dysfonction, un dysfonctionnement en fait neurogène des voies urinaires inférieures. Donc, du cerveau jusqu'à la moelle épinière qui donc ensuite irradie ensuite le sang jusqu'à la vessie et le système nerveux jusqu'à la vessie, font que à un moment donné, il y a une interruption. Donc, la vessie connaît cette dysfonction. Elle est incapable de se remplir ou de se vider. Donc, on ne peut pas vider volontairement la vessie. Et des fois, il y a une combinaison des deux conditions. Maintenant, comment est-ce qu'on l'évalue et quel est le but, en fait, de la gestion de la vessie neurogène? D'abord, la chose la plus importante, c'est en fait, de protéger les reins. Comment? En gardant une pression qui est suffisamment basse dans le sang, de façon à ne pas mettre trop de pression sur les reins. Et ça, on le fait pour protéger les reins, on s'y prend de différentes façons. Et puis, ce qu'on veut faire, c'est créer une continence urinaire et autant que possible, une vidange efficace de la vessie. Alors, d'abord, ce qu'on fait, on commence par l'évaluation clinique, ensuite une évaluation de toutes les étapes de la vie pour voir un petit peu comment a évolué la condition.
Et ensuite, on continue avec l'imagerie, donc l'échographie, le scan. Et souvent, pour avoir aussi une idée de ce qui se passe au niveau de la vessie et de l'urètre, on effectue des tests fonctionnels aussi, d'urodynamique. Et on voit qu'est-ce qui se passe lorsqu'on remplit la vessie et quand on essaye de la vider. Et c'est comme ça qu'on arrive à comprendre un petit peu ce qui se passe et donc cibler notre action pour essayer de gérer le problème. Alors, les stratégies de gestion visent essentiellement deux problématiques ou une combinaison des deux. D'un côté, l'incapacité de stocker et l'incapacité de vider. Si on a une incapacité de stocker, et ça peut être lié à la diète, par exemple, tout ce qui est épicé, ça rend la situation plus compliquée, ou la caféine également empire la situation. Donc, souvent aussi, les patients essayent de faire un travail d'exercice musculaire du plancher pelvien. Et si la vessie est hyperactive et donc ne garde pas l'urine, on peut prescrire des médicaments oraux. Alors, si ça ne marche pas, pour certains patients qui sont des bons candidats, on peut faire des injections de Botox également. Et puis, si tout cela ne fonctionne pas, il y a toujours les procédures chirurgicales. S'il y a un problème de vidange, surtout pour les patients qui ont eu un accident de la moelle épinière, donc on peut essayer de travailler pour stimuler la miction, mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on pose un cathétérisme intermittent. Donc, s'il y a un problème au niveau du stockage de la vessie, on peut faire ce qu'on appelle une augmentation cystoplastique. Et si la pression est trop élevée, alors la pression devient trop élevée dans la vessie. Et ce qu'on peut faire, c'est que de façon chirurgique, on peut transférer une partie de l'intestin et dans le fond, de reconstruire la vessie et l'agrandir. Autrement, au niveau de l'urètre, ce qu'on peut faire, on peut utiliser certains produits injectables, surtout pour les enfants. Autrement, on peut utiliser des appareils comme des sangles, chez les femmes aussi, ou bien on peut également intervenir au niveau du col de la vessie, donc de faire une sorte de reconstruction du col de la vessie. Et si l'incontinence n'est pas possible et le cathérisme non plus, il y a aussi d'autres options. On peut utiliser une partie ou différentes parties de l'intestin pour donc créer ce canal vers la vessie. Et c'est ce qu'on a vu avant avec la stomie de continence ou Mitrofanoff. Autrement, aussi, on peut utiliser une partie de l'appendice pour créer la connexion. Si ça ne marche pas, on peut alors intervenir au niveau de ce qu'on appelle des dérivations urinaires. Et donc ici, on a le conduit iléal et on l'amène avec un stone pour sortir donc le liquide, ou bien on peut également intervenir avec une poche d'Indiana où on crée pratiquement un réservoir et on évacue. Donc, tout ce que je viens de vous présenter sont des options, mais il faut bien sûr les évaluer. Évaluer aussi les situations concomitantes, comme par exemple lorsqu'il y a des calculs à la vessie ou au rein. Et donc, on intervient par exemple en rompant les pierres, les calculs. Et autrement, on peut intervenir au niveau de l'irrigation ou des chirurgies ou de l'irrigation. Donc, pour les infections, la plupart du temps, il s'agit de bactériuries asymptomatiques que l'on ne traite pas parce qu'on ne veut pas créer une résistance et ensuite ne pas être outillé pour gérer les symptômes. Et autrement, si on a dans les infections symptomatiques fébriles et non fébriles, on administre des antibiotiques. Et puis, après une reconstruction, il faut quand même être assez stratégique et s'adapter à la situation de chaque patient parce que chacun a besoin d'une solution adaptée.
Et puis, il faut le faire en connaissance de cause des conséquences au niveau des intestins. Alors, merci tout le monde pour votre patience et je suis bien heureuse d'être là, de participer aujourd'hui pour vous donner de l'information sur l'irrigation antérétrograde de l'intestin. C'est une présentation très courte. Tous ces sujets peuvent être des présentations d'1 heure. Je suis contente qu'on ait déjà parlé de la Mitrofanoff. Maintenant, on va parler de la MES, qui est le lavement de continence antérétrograde de Malone en long. Donc, les problèmes de continence, de constipation peuvent vraiment avoir un impact négatif sur la qualité de vie de quelqu'un. Donc, je suis bien heureuse d'avoir sur le panel ma collègue qui travaille avec moi à Burview. Nous travaillons ensemble avec des adolescents. On commence toujours avec des méthodes non chirurgicales avant d'aller vers un MES. On commence au moment du diagnostic selon l'âge de développement, l'état cognitif. On travaille avec des choix de nutrition, de diète, des horaires de la toilette, des irrigations rétrogrades, des lavements, mais ces options peuvent causer de l'inconfort, pas rendre ça une option d'indépendance. Donc, c'est pour ça qu'on va vers l'irrigation antérograde de l'intestin. Donc, les MES sont donc, au long, MES, c'est bien le lavement de continence antérograde de Malone pour donc laver le côlon tout au long. Et on a parlé de l'appendice déjà comme le choix pour les stomies et comme Natacha a mentionné aussi, un endroit pour créer un tube, donc un canal. On voit à droite où le cathéter est placé dans cette stomie. Une valve, ça nous permet donc de mettre le cathéter dans cet endroit qui ne cause pas de fuite, mais si on ne l'utilise pas pour une irrigation régulière, des fois, il peut y avoir du blocage de la résistance. Donc, si on place ce cathéter dans la stomie et à un moment de guérison, il peut y avoir de la fluide, des fuites ou du mucus autour de la stomie. Mais quand on enlève le cathéter, ça arrête. Comme Natacha a mentionné, c'est caché. On le passe dans le nombril. Mais avec le Métropanof, le canal est beaucoup plus facile. Un lace, j'ai montré sur la diapo précédente, c'est la même chose, mais à gauche. La stomie de la messe, en comparaison, est pas mal plus cachée. Donc, les messes ont été introduites dans les années 80 par Dr. Malone, utilisées pour traiter les personnes souffrant de, d'intestin neurogène. Maintenant, on l'utilise sur plusieurs populations avec des incontinences, constipation, des problèmes gastro au niveau du système gastrique. Comme Natacha a mentionné, il y a plusieurs procédures. Mais s'il y a une très petite appendice, Dr. Hirscher peut en parler aussi. Nos chirurgiens chez ces kids utilisent l'appendice pour le Mitrofanoff s'il n'y a pas assez d'espace.
Il y a eu une revue sur 15 ans qui a été faite en 2014, démontrant un succès de 90% de succès donc dans l'amélioration de la vie des patients ayant une vercie neurogène. Dans le monde pédiatrique, c'est moi-même et Natacha qui travaillons sur ça. Nous avons des infirmières spécialisées avec la clinique de spina bifida qui travaillent avec cette population. Ça peut être une limitation d'avoir accès à des infirmières qui savent travailler avec ce système MACE, mais il y a des... Pardon, le son est très bas, c'est difficile d'entendre. Donc, pour les personnes qui ont ce MACE, c'est cette population qui a des problèmes de constipation. Je demande à ce qu'ils soient suivis pour qu'on puisse continuer à les suivre tout au long de l'enfance, adolescence jusqu'à l'âge adulte. Les enjeux qu'il peut y avoir avec les MACE, ça peut y avoir un saignement au niveau du stomie, une sténose. Il peut y avoir des prolapses, des infections ou une inhabilité inaudible. Ce qui est le plus souvent, c'est une sténose de la stomie. Les complications sont à 30 et 40% de ces patients qui ont besoin d'une autre intervention, d'anesthésie. Certaines personnes arrêtent d'utiliser le MACE, donc c'est difficile pour nous de comprendre les enjeux que doivent gérer ces patients une fois qu'ils quittent le mode de vie pédiatrique et vont vers le monde adulte. À la fin de mes diapos, je vais demander à Dole pour qu'elle nous parle de la population adolescente qu'elle continue de suivre, pour qu'elle puisse nous partager ce qu'elle voit dans sa pratique. Mais j'appuie ce que Natacha a dit sur le sujet de l'IMC, l'indice de masse corporelle santé, parce que ça peut augmenter les complications. Au cours de la dernière année, on a travaillé avec notre jeune clientèle pédiatrique pour une meilleure gestion de leur poids, aussi pour prévenir les problèmes cardiovasculaires à l'âge adulte, mais pour s'assurer aussi que si on doit faire une reconstruction, on puisse le faire de façon réussie. Donc, pourquoi, si les minces sont tellement bons, doit-on penser au cathéter de cécostomie? Parce que c'est une alternative, il n'y a pas une seule option. Il y a plusieurs options. Certains patients ou familles préfèrent peut-être une option moins invasive. Peut-être il y a une décision d'avoir inséré un tube de cécostomie qui a été pris avant l'option de la messe, et l'idée de faire une chirurgie majeure reconstructive à un âge très jeune n'est pas favorisée par les parents. Peut-être qu'il y a une impossibilité de créer un MES et on a décidé de mettre un cécostomie comme alternative. Ou il y a peut-être de la difficulté avec le cathétérisme, avec la stomie. Des fois, il y a des sténoses de l'anxiété. Pour certains patients, on a dû le placer
rester dans l'estomie de Mace pour éviter le cathétérisme. Donc, c'est une bonne alternative. Il y a des mauvais côtés. Bien sûr, il y a l'esthétique d'avoir un tube qui est visible et les échanges aussi qui doivent être faits à chaque année ou deux. Initialement, quand c'est instauré, c'est fait avec sous-sédatif et donc avec le transfert vers le suivi adulte, on doit faire une référence. C'est envoyé donc au département IGT pour la clientèle adulte. Certaines études montrent que certains patients ne sont pas incommodés par le tube. 70% en fait une étude de 2017 et ils disent que si on leur donnait l'option à nouveau, ils le referaient et qu'ils le recommanderaient à quelqu'un d'autre. Et les complication donc des cécostomies, c'est que il peut y avoir des fuites, il peut y avoir des procédures de le remplacer, de la granulation qui pourrait nécessiter des traitements aussi. Donc, il s'agit des questions que vous nous avez envoyées. Que se passe-t-il lorsque l'enfant passe à l'âge adulte et que la sonde cesse de fonctionner? Donc, on a eu un patient avec une reconstruction, par exemple. Donc, dans ce cas, si jamais il y a des complications comme l'incapacité de cathétérisme, donc c'est réversible, on peut l'enlever. Et puis, la cécostomie doit être aussi réinsérée si jamais elle sort par accident. Donc, à ce moment-là, il faut une intervention, une procédure chirurgicale. Et également, comment savoir si on a besoin de soins d'urgence? Alors, normalement, c'est suite à une situation imprévue, comme par exemple de la douleur soudaine ou de la fièvre ou de saignement. Alors, c'est ça qui demanderait peut-être une intervention, un soin d'urgence. Et il faut que vous soyez en contact avec votre neurologue pour savoir dans quelle situation vous pouvez contacter la clinique et dans quelle situation aller consulter le médecin de famille, par exemple, parce que pas tous les médecins spécialisés ont la capacité de retourner les appels d'urgence, surtout le soir et les fins de famille. Alors, utilisez également vos contacts avec le médecin soignant généraliste pour être couvert en situation d'urgence. Maintenant, autre question, qu'est-ce qui se passe si votre appendice éclate en raison d'un MES? Alors, lorsque l'appendice est fermé et qu'il se passe en fait, qu'il se crée une infection, quand vous intervenez, je connais uniquement un cas en pédiatrie, une situation où en fait le chirurgien est intervenu lorsque l'appendice était extrêmement inflammé et il a fallu intervenir en chirurgie pour l'enlever et donc il a fallu trouver une alternative. C'est une situation probablement très rare, mais si ça arrive, c'est clairement une urgence et il faut que vous soyez reçu immédiatement parce qu'il y a des grandes chances que le patient doive être opéré. Alors ça rejoint aussi ça rejoint la question précédente des situations d'urgence. Que lorsque vous avez de la fièvre ou une enflure, c'est sûr que c'est un signal qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller à l'urgence. Et ce qu'on suggère aussi, c'est d'avoir un bracelet médical ou une façon de signaler votre condition de façon à ce que les praticiens, les médecins puissent être alertés. Savoir que vous avez donc
une sonde, un Mitrofanov ou autre, ou un mace, et donc pour que la personne qui s'occupe de vous sache qu'il y a en place un de ces systèmes déposés sur vous. Qu'est-ce que ça signifie lorsqu'il y a une fuite? Alors, ça peut être, par exemple, une vidange de la vessie inefficace, c'est-à-dire pas complètement efficace, donc qui reste du liquide. Et donc, c'est ce qui fait qu'ensuite, il peut y avoir une fuite. Et puis, parfois, il y a un résidu et il y a du mucus aussi qui peut être, qui se forme, mais ça peut être très irritant pour la peau. Alors, vous pouvez intervenir en mettant de la crème, protectrice, de la vaseline, et puis donc ensuite, vous devez, revoir la situation avec votre chirurgien pour s'assurer que tout est bien en place. Autre question, comment savoir si votre, Nice ou votre, cécostomie a échoué? Donc, s'il y a une perte, une fuite consciente, constante, pardon, alors ça veut dire que c'est un signal. J'ai su de patients qui avaient choisi une cécostomie pour la gestion de leurs intestins à cause de contraintes de temps ou parce qu'ils n'étaient pas capables de gérer autrement leurs intestins. Et est-ce que de votre côté, vous avez des pros ou des contres par rapport à ces patients-là? C'est-à-dire lorsque les patients transitionnent de l'âge, de l'enfance à l'âge adulte et donc ils passent à être desservis par un hôpital non plus pédiatrique, mais pour adultes. Comment est-ce que vous les gérez? Ce que j'ai pu remarquer de mon côté, c'est que alors qu'ils arrivent à l'âge adulte, qu'ils sont au collège, au cégep ou à l'université, ou même qui passent à travailler, c'est sûr qu'ils là, ils ont plus de pression, de contraintes de temps. Et il y en a qui ensuite doivent se trouver le soir jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin pour gérer leur cécostomie. Donc, ils finissent par avoir des accidents des fois. Alors, parce que quand on est encore en pédiatrie, suivi, hein, donc on est enfant, on revient plus tôt, on a une certaine marge de manœuvre et on est beaucoup plus encadré. Alors que quand on arrive à l'âge adulte, ça devient plus compliqué. Alors, parfois, plus compliqué. Alors, ça, pour certains, ça prend trop de temps et ça réduit leur qualité de vie aussi. Alors, c'est là qu'ils choisissent de passer à une colostomie. Docteur, est-ce que vous avez eu le feedback de patients qui ont décidé de passer donc à une colostomie? De façon générale, je dirais que on a fait des études au niveau pédiatrique. L'urologue donc assume la responsabilité pour la gestion des intestins et de la vessie. Ensuite, quand les jeunes grandissent, les urologues ne sont pas aussi formés en gestion des intestins. Donc, ils ne peuvent pas prendre en charge les deux. Donc, ce qui se passe, c'est que l'urologue est beaucoup plus spécialisé. Il n'est pas capable de gérer également les intestins. Alors, il y a un petit peu un problème pour savoir qui va s'en occuper de cette portion-là. Ce n'est pas juste pour le MEIS. Je pose des MEIS, mais pas tant que ça. Mais pour les cécostomies, c'est particulièrement problématique pour des patients adultes parce que c'est généralement fait par des radiologues qui font l'intervention et ils ne sont pas nécessairement formés ou prêts à changer les tubes de cécostomie aussi. Donc, c'est le système de santé qui devrait prendre en charge ça et gérer ce vide dans le fond, ce qui n'advient pas. Alors, c'est pour dans le premier cas, c'est plus simple pour la logistique, donc pour l'urologue. Mais par contre, la gestion des intestins n'est pas faite. Alors, j'essaie de trouver certains chirurgiens pour qu'ils m'assistent, mais il n'y a pas d'intérêt de leur part. Alors, c'est un problème.
Donc, comme vous dites, ça peut être lié à ce que les patients souhaitent, mais parfois, lorsqu'ils deviennent plus vieux, ça ne s'adapte plus à leur style de vie. Donc, c'est vraiment quelque chose à réévaluer régulièrement. Et je viens de rentrer de ce congrès mondial international et on a beaucoup parlé de, donc, du MACE parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'appui dans le monde médical pour adultes pour gérer ces systèmes. Alors, ce qui se passe, c'est que je reçois beaucoup d'appels pour donner du soutien et c'est très frustrant pour les patients au point que parfois ils sont en larmes et ça crée aussi beaucoup de dépression. Donc, il y a un besoin, en fait, il y a un vide médical pour gérer ces appareils. Et j'ai pu gérer certains cas d'adultes et c'était essentiel pour eux. Alors, quand on leur parle pour les premières fois de ces appareils, on leur pose la question à 12 ans, ou peut-être un peu plus tard, à 17 ans, puis tout d'un coup, à 21 ans, ils se disent ah, tiens, est-ce que je pourrais avoir ce système, ce MACE dont vous m'aviez parlé quand j'avais 12 ans ou 17 ans? Donc, ça change aussi. La première partie de ma carrière, je l'ai passée en cardiologie et quand j'ai commencé là, il n'y avait pas de cardiologue pour adultes qui prenait en charge donc les plus jeunes patients. Et je vois que maintenant, il y a des bonnes initiatives dans ce sens-là avec des personnes qui sont formées par le docteur Hirschhorn, puis également par d'autres chirurgiens, donc pour essayer de combler ce vide-là. Alors, probablement, ça va prendre pas juste les urologues qui se mobilisent, mais également les infirmières. C'est pas nécessairement un problème avec la vessie. Par contre, c'est un problème avec la gestion des intestins. Je voulais juste ajouter à tous les patients et aux familles qui nous écoutent, je voulais leur dire, qui nous écoutent pendant ce webinaire, que le MACE et à une large application. Il y a une très grande partie de la population qui utilise le maïs et qui est très satisfaite. Et donc, qui leur permet de gérer leurs intestins. Donc, on recommande généralement de faire un suivi après tous les repas, par exemple, et ce qui se passe, c'est que dans nos vies, on est tellement pris dans nos occupations, on est toujours occupé, on court à droite, à gauche toute la journée, donc on n'a pas le temps de dormir correctement, manger ou de vider nos intestins correctement. Donc, il faudrait que l'on réfléchissent tous à ce style de vie. Donc, on fasse tous plus attention à cela. Donc, c'est vraiment, ça s'adresse à toute la population de façon générale. Donc, vous devez vraiment maximiser votre impact, en fait, l'impact que vous pouvez avoir avec votre diète, votre alimentation et puis également la prise de médicaments et l'organisation de votre temps aux toilettes aussi pour pouvoir vraiment faire un entretien correct. Et ça, il faut que vous en parliez aussi avec vos chirurgiens pour déterminer quelle est la meilleure solution, dans le fond, pour votre situation. Et ça va également avec la gestion des intestins. Donc, la gestion des intestins non chirurgicales, c'est toujours l'option en premier lieu. Puis la diète, les fluides que l'on prend, les exercices pelviques, le cathétérisme, l'irrigation ou le lavement si nécessaire. Donc, il y a toute une série d'options que l'on doit essayer avant de passer à la chirurgie, qui peut, dans bien des cas, être un succès, par ailleurs. Même chose, parce que parfois, ça peut être vraiment, ça peut être, on se sent dépassé par le fait qu'on doit intégrer plusieurs choses. Alors, quand les gens décident de prendre une résolution, par exemple, je vais faire 100 différentes choses,
tout va échouer parce qu'il y a trop de choses. On est comme débordé. Alors qu'il faut se concentrer sur ce qui est prioritaire. Choisir un objectif sur lequel on décide de travailler et ensuite on passe à la prochaine étape et se tourner vers un autre objectif. Donc, ce sont des petits pas, mais c'est important aussi d'avoir les renforcements positifs pour pouvoir persister. Merci beaucoup pour cette conversation très intéressante. Et on arrive à la fin de notre webinaire. On a quelques questions qui nous avaient été envoyées. Alors, je me demandais si je pouvais vous envoyer ces questions par courriel et recueillir vos réponses à vous tous. Je vais peut-être prendre juste une question parce que ça pourrait être intéressant pour les jeunes femmes qui donc viennent vous voir dans vos pratiques par rapport au fait de tomber enceinte. Est-ce qu'on peut tomber enceinte lorsque l'on a subi ce genre d'intervention? Alors, je peux parler de 260 augmentations sur des décennies, en fait, qui ont été réalisées. Et il y a eu 6 patientes qui ont eu des grossesses. C'est un nombre assez petit, mais c'est pour dire que celles qui souhaitaient tomber enceinte ont pu le faire. Et puis, il y en a eu qui ont eu leur enfant de façon naturelle, d'autres par césarienne. Et deux des patientes qui n'étaient pas mes patientes, mais dans les 2 cas, elles avaient une stomie et donc elles ont ensuite eu leur enfant 2 mois après. Donc, c'est certainement possible. Par contre, c'est sans doute important de contacter un obstétricien qui a une expérience, même si ce n'est pas avec des grossesses à risque, mais il faut considérer que quand on a une stomie, c'est un petit peu plus compliqué. Et j'ai participé également à une naissance, une des naissances pour une des patientes. Alors, quand il y a une collaboration entre l'urologue et l'obstétricienne, c'est mieux, évidemment. Donc, si c'est une naissance normale, on n'a pas besoin d'être là. Mais pour, par exemple, une césarienne, c'est toujours bon d'avoir un urologue là, l'urologue qui suit la patiente. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait considérer quand on avance dans l'âge et si y a l'opportunité. Mais lorsqu'on a une opération à la vessie ou une reconstruction, ça n'empêche pas d'avoir une grossesse. Donc, merci pour les présentations, informations très précieuses pour notre communauté. Peut-être qu'il va falloir faire une deuxième partie pour celle-ci. Alors, on va en parler. Bonne nuit tout le monde.